bon jeudi midi. Comme Émilie le mentionnait, le 18 octobre dernier, Équiterre publiait la première étude pan-canadienne sur l'accès à la réparation des appareils électroniques et électroménagers. Pour un petit peu de contexte, cette recherche-là a été réalisée avec plusieurs partenaires de recherche, donc à l'Université Laval, Claudia Déméné, qui est professeure en design, qui a aidé au niveau de la revue de la littérature. On a la firme Humain Humain qui a fait des entrevues avec des réparateurs et réparatrices. Le Share Reuse Repair Initiative, qui est en Colombie-Britannique, qui a passé un sondage aussi auprès d'une vingtaine de réparateurs et réparatrices. On voulait valider si les hypothèses dans les entrevues détaillées se retrouvaient confirmées ou infirmées à l'échelle canadienne, donc en ayant un autre échantillon. L'Observatoire de la consommation responsable a réalisé le volet sondage pan-canadien. L'Université de Sherbrooke, avec le professeur Jonathan Maillère, a fait un volet de l'analyse législative avec un groupe d'étudiants et étudiantes en droit qu'on a complété avec d'autres recherches de notre côté. Et puis, le tout était validé, le volet méthodologique a été validé par Éric Lachapelle, qui est donc le méthodologue de l'étude. Et on était aussi accompagné par un comité aviseur composé d'experts et d'expertes dans le domaine pour s'assurer qu'on ne passait pas à côté de contenu et également que ce qu'on racontait était aussi avec des données les plus à jour, avec de l'information aussi la plus utile pour la recherche. Et c'est une recherche aussi qui a été financée par le Bureau de la consommation de Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Trois chiffres clés de l'étude, donc 91% des Canadiens et Canadiennes ont acheté au moins un appareil électronique électroménager au courant des dernières années. Donc, évidemment, beaucoup de petits appareils électroniques électroménagers notamment. Et 63% d'entre eux et elles auraient rencontré un bris, au moins un bris d'un appareil. Et en moyenne, ce bris-là, il arrive 2,6 années après leur acquisition. Donc, considérant le coût que ça représente et les ressources aussi pour les produire, ça arrive très tôt dans le processus. Et 19% seulement ont fait réparer leur appareil. Donc, c'est une baisse par rapport aux données qu'on avait obtenues en 2018 dans l'étude sur l'obsolescence. Si on compare avec la moyenne québécoise, qui est un petit peu plus élevée, donc 25% au Québec, ça, c'est issu de données québécoises qui ont été récoltées grâce au financement de Recyc Québec. Donc, on a eu un échantillon un petit peu plus représentatif pour avoir des données québécoises aussi, donc d'autres rapports qui existent en complément de cette étude. Donc, au niveau des consommateurs et consommatrices, on s'est demandé quelles étaient les motivations et les obstacles à la réparation. C'est vraiment ce qui a guidé toute notre démarche. Les motivations, elles sont écologiques, économiques et les bénéfices personnels arrivent en troisième. Par contre, quand on a fait un sondage un petit peu plus poussé avec des personnes qui réparaient énormément, donc 22 personnes sur 25, dans le cadre d'entrevues plus poussées, ce qu'on a constaté, c'est que les motivations financières, c'est celles qui ressortent en premier. Donc, les gens qui réparent le font pour des raisons économiques aussi. Donc, ça vient aussi appuyer le fait que ça coûte quand même moins cher de faire réparer ces appareils plutôt que d'en acheter de nouveaux. Au niveau des obstacles à la réparation, on a la question de l'irréparabilité des appareils. Donc, on perçoit que les appareils ne sont pas réparables et donc ça freine le fait d'envisager même de faire réparer. Dans certains cas, c'est effectivement impossible de faire réparer, mais dans d'autres, peut-être que ce serait possible de faire réparer les appareils, mais même avant de l'avoir testé, on a cette perception-là. Les freins financiers aussi, donc le coût de la réparation. Quand un appareil est très cher à réparer comparativement à l'acquisition d'un neuf, on a des exemples où la pièce coûte aussi cher que l'appareil neuf, par exemple. Mais ça, c'est évidemment, ça va faire en sorte que le choix de l'acquisition d'un appareil neuf va être celui le plus logique pour la personne qui est confrontée à cette situation. La question de l'accès aux pièces, aux outils, aux informations vient par la suite. Et quand on s'est posé la question, donc on a posé la question pour voir quels pourraient être les leviers à la réparation. Des prix de réparation plus bas sont ressortis en premier, suivi d'une meilleure qualité et fiabilité des appareils. Et encore une fois, l'accès aux pièces détachées et accessibles dans le temps aussi. Donc, entre le moment où on achète un appareil et celui où on rencontre un bris, des fois, même si c'est quelques années, les pièces ne sont plus accessibles et il faut donc le remplacer au complet.
Du côté des réparateurs et réparatrices, les freins à la réparation, selon eux et elles, c'est vraiment la conception des appareils. Donc, ça a évolué au fil des années. On parle, par exemple, de miniaturisation des composantes électroniques, de certaines pièces qui sont soudées ensemble, mais aussi de complexification quand on pense aux électroménagers, par exemple, qui se retrouvent avec plusieurs composantes électroniques, de nouvelles fonctions qui dérogent un peu de la fonction principale, mais qui vont rendre la réparation plus complexe. L'accès aux pièces de remplacement est également ressorti comme étant un frein important, de même que les outils, l'accès aux outils, à l'information et dans certains cas aussi la rentabilité des activités de réparation est ressortie. Mais comme vous le voyez de l'autre côté au niveau des leviers, la rentabilité se retrouve encore comme un levier. Donc, certaines personnes qui font de la réparation trouvent que leurs activités sont rentables et d'autres le voient comme un frein. Mais c'était plus un levier qu'un frein, toutefois. Au niveau des leviers, des mesures gouvernementales, donc le fait d'implanter un droit à la réparation, par exemple, d'interdire l'obsolescence programmée, d'avoir différentes mesures inspirées notamment de ce qui se passe en France. Ça fait partie des leviers perçus par les réparateurs et réparatrices comme étant importants pour favoriser leurs activités. Et la relation avec la clientèle est ressortie aussi parce que, de par ce métier-là, des conseils aussi sont donnés par rapport à l'entretien des appareils, à la manière de réparer. Et donc, en entretenant les appareils, évidemment, on rencontre moins de bris et ça permet de prolonger la durée de vie des objets. Les préoccupations environnementales, tant de la clientèle que des personnes qui font de la réparation, sont ressorties comme un levier également. On s'est aussi posé la question, quelles sont les conditions finalement pour définir un cadre législatif qui favoriserait la réparation? Et ce sont les différents éléments qui sont ressortis. Donc, d'abord, le fait d'avoir accès à la réparation à un prix raisonnable, l'accès aux pièces, aux outils, aux informations, aux manuels, par exemple, aussi à un prix et dans un délai qui soit raisonnable. Et l'encadrement du délai de la réparation aussi, il est important parce que les appareils électroniques et électroménagers sont vraiment utilisés dans le quotidien et donc, à ce moment-là, on ne peut pas se passer de leur fonction pendant très longtemps. Et dans le contexte territorial canadien, québécois, cet enjeu-là, il est particulièrement important pour les gens qui vivent dans des régions éloignées, qui ont parfois moins accès à des services de réparation, mais aussi pour qui les délais avant de recevoir les pièces, les informations, les outils sont beaucoup plus longs. Donc, ça peut mener à une certaine inéquité selon la localisation de la personne qui souhaite réparer ou faire réparer son appareil. L'approvisionnement en pièces génériques ou produites sur mesure, le fait d'avoir cette possibilité-là, donc plus il y a une certaine standardisation dans la fabrication des appareils, plus leur réparation va être facilitée. Le fait que, par exemple, plusieurs types de vis soient utilisés dans tous les appareils, mais ça va faire en sorte que les personnes qui font de la réparation vont avoir en stock ces vis-là vont être en mesure de les changer, alors que certains appareils pour lesquels on constate qu'il y a des pièces ou certaines composantes qui sont fabriquées vraiment sur mesure. Et donc là, ça prend un outil particulier, cette pièce-là spécifique. Et ça, bien évidemment, ça va augmenter les coûts de la réparation et ça va la complexifier en termes d'approvisionnement. En pièces et en outils. Donc, faciliter le recours à la réparation auprès des détaillants et des fabricants. Donc, ce qu'on observe en ce moment, notamment au Québec, c'est que quand il y a un bris d'appareil, souvent le réflexe, il est le remplacement et non la réparation. Donc, comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance-là puis faire en sorte que les objets qui sont déjà produits durent plus longtemps parce que c'est énormément de gaspillage. Hein, si on pense à l'objet qui brise au bout de 2 années et demie et qu'on remplace au complet un frigo alors qu'il y avait seulement une composante qui aurait pu être remplacée. Donc, vraiment la réparation plutôt que le remplacement. Pour les appareils électroniques, il y a la question aussi d'avoir accès aux versions précédentes d'un logiciel d'exploitation parce que la performance des appareils évolue au fil des années. La mémoire vive aussi, elle est plus importante pour les nouvelles versions et souvent, ce que ça va faire, c'est que quand on fait une mise à jour, ça ralentit
indûment la fonction de l'appareil, l'utilisation de l'appareil, et ça va mener à un remplacement prématuré de celui-ci. Donc, le fait d'avoir accès à la version précédente d'un logiciel, mais qui soit aussi sécurisé, donc de garantir cet accès-là pendant plusieurs années après la mise en marché des appareils. Et la question d'avoir la possibilité de réparer soi-même certains appareils. Donc, on a vu l'autoréparation, elle est une tendance quand même importante. C'est 34% des personnes qui réparent ou font réparer, qui le font eux-mêmes ou qui vont dans un lieu d'autoréparation. Donc, c'est quand même une proportion qui est très significative, qui est importante aussi chez les jeunes. Et le fait de prévoir des mesures dans la législation par rapport à l'autoréparation fait partie, selon nous, des leviers là, qui seraient vraiment utiles à ce niveau. J'ai mis en bleu les éléments que je voyais qui se reflétaient aussi dans l'indice de réparabilité dont Chloé pourra parler. Et je vais m'arrêter ici pour ce petit bout de la présentation. Je te laisse démarrer. Bonjour à tous, donc merci Amélie pour ce panorama sur la réparation au Québec. Donc comme l'a indiqué Émilie, moi je vais me concentrer sur le cas de l'indice de réparabilité français que j'ai notamment étudié dans le cadre de ma thèse à l'école des mines avec la chaire mines urbaines et puis l'appui d'écosystèmes, éco-organismes dans le secteur des équipements électriques et électroniques. Pour revenir brièvement sur l'origine de ce dispositif, donc l'ADEME est partie du constat qu'il fallait accroître le réflexe de réparation chez les consommateurs en soulignant le fait que, comme les Québécois, apparemment, les Français étaient peu nombreux à réparer leurs équipements électriques et électroniques et en soulignant l'intérêt de leur fournir davantage d'informations quant au caractère réparable de ces produits. Donc, a été mis en avant le fait que cela aurait une influence non négligeable sur leur choix d'achat notamment. Donc, l'idée d'un indice de réparabilité a été soutenue par de nombreux acteurs. Donc, l'ADEME, je viens de le mentionner, mais également d'autres acteurs publics, notamment des ONG comme HOP, comme les Amis de la Terre, ou bien des acteurs privés également. On peut penser au distributeur Fnac Darty, qui est un distributeur français de produits électriques et d'électroménagers qui conserve une activité importante en matière de réparation et qui s'est très tôt penché sur la question de la réparabilité. Donc, il y a eu une certaine mobilisation en faveur d'un indice de réparabilité et ça s'est concrétisé dans la loi en 2018 avec la feuille de route économie circulaire dans laquelle on a annoncé le fait qu'on afficherait de manière obligatoire une information simple sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques. Et ça s'est concrétisé véritablement. L'indice a été institué dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dans laquelle le périmètre et puis ses conditions d'application ont été précisées. Donc, à savoir que dans un premier temps, cet indice a concerné 5 catégories de produits, les téléphones portables, les ordinateurs portables, les télévisions, les lave-linges et puis les tondeuses à gazon. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé entre 2018, l'idée d'une information simple, et puis 2020, vraiment la définition de l'indice comme on le connaît? Eh bien, un processus de co-construction assez long, de 18 mois, qui a rassemblé de nombreuses parties prenantes. Donc, on a mis autour de la table des fabricants, des distributeurs, des ONG, également des réparateurs, et puis les pouvoirs publics pour essayer de discuter ce que pourrait être cet indice et quels critères il pourrait comporter. Donc, ça a impliqué le fait de concilier différentes visions de la réparabilité, parce que si on interroge, par exemple, une association de consommation, elle tend peut-être à avoir une vision de la réparabilité qui soit plutôt économique. Si on interroge un réparateur, une vision peut-être plus technique. Donc, il a fallu concilier tout ça, sachant que l'objectif était d'aboutir à un dispositif qui soit générique, c'est-à-dire à des grands critères qui soient applicables aux 5 catégories de produits que j'ai mentionnées et puis potentiellement à davantage de catégories encore dans une logique d'extension de cet indice à terme. Donc, on est arrivé à un consensus autour de 5 grands critères équitablement pondérés dans la mesure où ils représentent chacun 20% de la note finale. Donc, le premier, c'est est-ce qu'il y a une documentation technique qui est mise à disposition des consommateurs? Le second porte sur la démontabilité et l'accès aux pièces qui tombent le plus fréquemment en panne ou qui assurent le bon fonctionnement des produits, des outils nécessaires pour démonter et puis de la nature des fixations, si elles sont amovibles ou pas, si elles sont réutilisables ou pas. Le troisième critère, c'est un engagement sur la disponibilité des pièces détachées dans le temps et puis également un engagement sur un délai de livraison en cas de panne sur le temps que vont mettre les pièces à être mises à disposition des consommateurs.
Le quatrième critère est plutôt économique. On va rapporter le prix des pièces détachées, notamment au prix d'origine du produit, au prix du produit neuf. Et puis, le cinquième critère est spécifique à chaque catégorie de produit, mais il porte bien souvent sur les possibilités de mise à jour logicielle ou de réinitialisation logicielle. Donc, ces critères sont bien évidemment décomposés en un certain nombre de sous-critères. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement, c'est face à ce type de grille que les fabricants font face. Ils doivent les remplir. Là, c'est l'exemple d'un sous-critère des outils nécessaires au démontage dans le cas d'un téléphone portable. Donc, si on prend par exemple la caméra qui fait partie des pièces qui tombent, qui est plus souvent brisée, le fabricant va devoir sélectionner le type d'outil qu'il est nécessaire d'utiliser pour pouvoir démonter, accéder à la pièce. Donc, soit des outils très, très spécifiques qui ne vont parfois même pas être vendus dans le commerce au grand public, ou bien des outils vraiment très communs, voire des outils qui seraient fournis avec le produit et dont tout le monde disposerait. Donc, à la fin, quand l'ensemble de ces sous-critères sont remplis et puis agrégés, ça donne une note qui, finalement, aux yeux des consommateurs, est visible comme telle au sein des magasins. Donc, on retrouve un logo, un code couleur et puis une note sur 10 qui fournit donc une indication quant à la réparabilité des produits que j'ai mentionnés. Donc, il y a eu pas mal d'espoirs qui ont été suscités par cet indice de réparabilité en France. On s'est dit que peut-être c'était le dispositif le plus ambitieux qui était mis en œuvre depuis l'étiquette énergie qui est devenue obligatoire au cours des années 90. Parce qu'on s'est dit, l'étiquette énergie, elle était obligatoire. Donc, il y a eu une sorte d'effet de masse. Les consommateurs l'ont vu et l'ont intégré dans leur choix d'achat, et ça a profondément structuré le marché dans la mesure où ça a véritablement incité les fabricants à produire des équipements qui soient moins énergivores. Et on s'est dit peut-être qu'avec l'indice de réparabilité, on peut espérer des résultats similaires. Il est devenu obligatoire sur un certain nombre de catégories de produits, donc on devrait le voir et on devrait en tenir compte. Et l'espoir au bout du compte, ce serait qu'il ait véritablement un effet sur les choix de conception des fabricants qui participeraient à concevoir des produits qui soient plus réparables. Toutefois, il y a quand même une différence, c'est que dans le cas de l'étiquette énergie, il y a un intérêt qui est vraiment direct et puis économique. Lorsqu'on achète un équipement qui est peu énergivore, on a un intérêt direct lié à la facture qui va être associée à l'utilisation de l'équipement. Dans le cas de l'indice de réparabilité, c'est un peu plus complexe parce que c'est davantage une promesse sur un potentiel de réparation à l'avenir sur une panne qui va peut-être se produire à un horizon un peu plus incertain. Donc, il y a un bénéfice qui est peut-être un petit peu moins direct et différé. Et c'est en partant un petit peu de cette incertitude-là que dans le cadre de ma thèse, j'ai réalisé une étude pour recueillir de premiers éléments quant à l'appropriation de l'indice de réparabilité, à la fois par les clients et à la fois par les vendeurs. Donc, sur le volet client, je me suis concentrée au sein de magasins Fnac Darty sur le fait d'interroger des personnes au moment de leur choix de produit, de leur acte d'achat, principalement sur des téléphones portables et des télévisions, dans une bien moindre mesure sur les lave-linges. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je les interrogeais dans un premier temps sur leurs critères d'achat pour l'équipement qu'ils considéraient. Puis, je leur demandais s'ils avaient vu l'indice de réparabilité, mais sans mentionner qu'il s'agissait de cela, juste pour voir s'ils l'avaient vraiment vu d'un point de vue visuel. Seulement, dans un second temps, je leur demandais s'ils savaient ce que c'était, s'ils le connaissaient, et si oui, comment ils l'avaient connu. Puis, je leur demandais de me l'expliquer, donc pas de possibilité de tricher comme avec un questionnaire. Là, je leur demandais vraiment de m'expliquer ce qu'il signifiait pour eux. Et puis, j'essayais de recueillir des éléments pour voir s'ils comptaient en tenir compte vraiment dans leur décision d'achat. Donc, en termes de visibilité, c'était plutôt positif. J'ai 2/3 des personnes qui m'ont dit avoir vu ou au moins aperçu l'indice de réparabilité. Donc, j'apporte tout de même une petite nuance à ce résultat, parce que ce dont je me suis rendu compte en collectant d'autres données visuelles dans d'autres enseignes, c'est que l'indice était quand même plus ou moins visible en fonction des stratégies des enseignes, un petit peu tributaire des stratégies d'enseigne. Alors, c'est un peu petit, mais à gauche, ici, c'est une photo au sein d'un magasin Fnac Darty où l'indice est relativement bien visible tout de même.
À droite, c'est une photo qui a été prise chez Apple où il est beaucoup moins visible et beaucoup plus petit. En fait, ça correspond à peut-être un écueil de la loi et des conditions d'application de l'indice. C'est qu'il doit avoir une police qui soit au moins aussi grosse que celle du prix. Et donc, ça tend à rendre plus visible l'indice chez les enseignes qui mettent une étiquette prix qui prend davantage de place. Donc, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même un enjeu assez fort dans une logique de diffusion et d'appropriation de l'indice de réparabilité chez les clients. En termes de connaissances, c'était assez positif tout de même également, compte tenu du caractère récent de l'indice au moment où j'ai fait l'étude. Il y a la moitié des individus qui étaient capables de me dire que c'était l'indice de réparabilité, et parmi eux, une majorité qui savait correctement me l'expliquer, sachant qu'ils l'avaient majoritairement connu par le biais de campagnes de communication média. Donc, ça témoigne quand même de l'efficacité relative des campagnes qui ont été menées par le gouvernement français, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Et autre élément intéressant, même si cité dans une moindre mesure, des clients l'ont connu par le biais de magazines de consommation et de sites de comparatifs de produits. Et effectivement, on se rend compte que ces acteurs commencent à s'en saisir et à les intégrer dans leur classement de produits. Et donc que là également, ça participe un peu à la diffusion du dispositif. Ce qui nous intéresse quand même pas mal, c'est la question du choix de l'intégration dans le choix d'achat, parce qu'on se dit plus il va avoir une importance dans le choix d'achat de produits, plus ça risque d'inciter peut-être les fabricants à revoir la conception des produits. Alors là, c'est un petit peu plus délicat, on voit qu'il y a un intérêt, mais c'est pas forcément un critère de premier ordre. Pour les consommateurs, ça va plutôt venir dans un second temps. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit à prix et à caractéristiques égales, une fois mes contraintes remplies. Là, oui, ça peut être quelque chose de différenciant, mais plutôt dans un second temps. On note qu'il y a aussi un intérêt variable selon le type de produit considéré. En particulier, il y a eu beaucoup de clients qui doutaient de la possibilité de réparer notamment une télévision. Et donc, qui me disaient, pour des produits plus d'électroménager, par exemple, éventuellement un lave-linge, où il y a l'idée qu'il y a encore des pièces mécaniques, qu'on va pouvoir changer une pompe, là, ça a plus d'intérêt. Donc, tout de même, un intérêt variable selon le type de produit considéré. Et puis, une part quand même non négligeable de personnes qui ne savaient pas trop si elles comptaient le regarder ou pas, et puis pas mal de personnes qui étaient sûres de ne pas le regarder. Donc, je me suis un petit peu intéressée au cas de ces personnes-là pour essayer de comprendre, d'identifier un peu des doutes et des freins ressentis par les clients vis-à-vis de l'indice. Donc, un premier élément qui ressortait, c'est qu'il y avait des doutes vis-à-vis de l'indice en tant que tel, donc potentiellement c'est assez problématique. Alors, d'une part, sur la construction de l'indice, pas mal de clients qui m'ont dit OK, il y a un indice, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière cette note, comment elle est calculée, quels sont les critères, qui est à l'origine de cet indice. Donc là, on voit qu'il y a un travail à poursuivre en matière de pédagogie. C'est aussi normal parce que c'est relativement récent. Plus gênant peut-être la problématique du caractère discriminant. Pas mal de clients qui m'ont dit les notes sont relativement similaires sur la catégorie d'équipement que je regarde. Donc finalement, non, je ne vais pas vraiment tenir compte de l'indice parce que les notes sont similaires. C'est quelque chose qui a également été remarqué par HOP, l'ONG. Et puis moi également, j'ai fait des petits relevés d'indices et c'est vrai que les écarts types sont relativement resserrés à l'intérieur des catégories de produits. Donc ça peut venir réinterroger pas forcément le choix des critères, mais peut-être la pondération des critères dans l'indice. Un autre point, c'était des doutes vis-à-vis de la réparation en tant que telle, et ça nuit un petit peu à la diffusion de l'indice de réparabilité. C'est de dire, non, je regarde pas l'indice parce que je sais que je ne ferai pas réparer, ça coûte trop cher. Donc, ça fait écho au frein qu'Amélie a mentionné. Puis en France, on essaye de répondre à cela par la mise en place d'un fonds réparation. On y reviendra peut-être dans la discussion. Et puis, autre point, des doutes vis-à-vis de la faisabilité technique. Donc, ça rejoint notamment ce que je disais en ce qui concerne les télévisions. Troisième point, des freins liés au comportement d'achat. Donc, sans du tout vouloir culpabiliser qui que ce soit, parce qu'on est tous à des degrés divers un peu victimes de ça, mais il y a un certain attrait pour la nouveauté, l'idée que également les produits évoluent d'un point de vue technologique très rapidement et qu'ils ont tendance à peut-être à devenir obsolètes, et donc on va préférer racheter plutôt que réparer. Le fait également que le choix d'achat est complexe. Il y a déjà la question du prix, la question de nombreuses fonctionnalités qui sont peut-être de plus en plus nombreuses d'ailleurs, et puis
l'idée que sur certains produits, on a peut-être déjà une étiquette énergie qu'on va essayer de regarder. Là, on ajoute encore un indice de réparabilité. Donc, il y a une sorte un petit peu d'engorgement cognitif et le fait qu'on se réfugie sur des critères très immédiats, le prix, des caractéristiques, plutôt que de vraiment considérer des dispositifs environnementaux comme l'indice de réparabilité. Donc, ça permet d'identifier un petit peu, à la fois peut-être de mettre en avant quelques pistes d'écueil liées à l'indice et puis d'autres éléments liés à la réparation ou au comportement d'achat qui sont susceptibles de freiner un petit peu le potentiel qu'a l'indice de réparabilité auprès des clients. Ensuite, dans un second volet de cette étude, je me suis concentrée sur le fait d'interroger des intermédiaires, donc des vendeurs et des représentants de marques, là sans me limiter à l'enseigne Fnac Darty, en allant voir aussi un petit peu ailleurs. J'ai d'autres distributeurs ou d'autres marques, donc j'ai mené 27 entretiens avec ces personnes pour essayer d'avoir leur propre opinion vis-à-vis de l'indice, de les interroger sur les questionner sur est-ce que les clients parlent de l'indice de réparabilité, est-ce qu'ils vous sollicitent, vous posent des questions, savoir s'ils avaient eux-mêmes été formés à l'indice et puis s'ils mobilisaient l'indice dans l'argumentaire de vente, ce qui est un élément important en termes d'intermédiation. Alors malheureusement non. Ce que j'identifie plutôt, c'est une forme de résistance qui est notamment liée au fait que les vendeurs, les intermédiaires n'ont pas une très bonne connaissance de l'indice de réparabilité. Souvent, eux non plus, un peu comme les clients, ne savaient pas vraiment ce qu'il y avait derrière la note, quels étaient les critères, comment c'était construit. Il s'est avéré qu'aucun d'entre eux n'avait été formé à l'indice. Un beau jour, il est arrivé, on leur a dit de le mettre en rayon, mais il n'y a pas vraiment eu de formation en tant que telle. Donc là, on identifie un enjeu de formation des intermédiaires à ce type de dispositif. Un autre problème, l'absence de crédibilité empirique, le fait que de nombreux vendeurs m'aient dit finalement ça correspond pas à ce que moi je vois dans mon quotidien. Par exemple, là j'ai un produit qui a un très bon indice de réparabilité, mais pourtant les retours clients sont très mauvais, il y a très souvent des pannes. Donc c'est problématique parce qu'on parle pas forcément de la même chose. Quand on parle de l'indice de réparabilité, on parle d'un potentiel de réparation. Là où finalement, ce que les vendeurs voient au quotidien, c'est peut-être plutôt un taux de panne, un taux de défaillance, et c'est peut-être plutôt lié à la notion de durabilité. Donc, c'est quelque chose qui est aussi lié à cette mauvaise connaissance de l'indice et qui est problématique parce que ça mène à certains quiproquos et à certaines situations qui font que les vendeurs en viennent à douter du dispositif. Troisième élément qui est ressorti, c'est la problématique du contrôle, le fait que les vendeurs me disent de toutes les façons, les fabricants racontent un petit peu ce qu'ils veulent. Il y avait des propos parfois un petit peu extrêmes où on me disait les fabricants payent pour avoir une bonne note parce que là, c'est pas possible, ils ont tous une bonne note. Effectivement, l'indice de réparabilité français est fondé sur un système d'autodéclaration, fondé sur un mécanisme de marché où les autorités partent du principe que les fabricants n'ont pas intérêt à mentir et ont un intérêt à la transparence, que s'il était avéré que de fausses informations étaient transmises aux clients, il y aurait un risque réputationnel élevé. L'idée est aussi de mettre à disposition les outils de calcul, donc vous pouvez les trouver vous-même sur Internet, et de se dire que peut-être certains acteurs de la société civile vont s'en saisir, vont les utiliser et vont eux-mêmes aller confronter les informations qui sont données. Donc, hop, à commencer à le faire à publier un rapport en commençant à le faire en recalculant certaines notes d'indice de réparabilité. Mais c'est un travail vraiment considérable, vraiment fastidieux et à l'échelle du nombre de références qu'il y a, c'est forcément un petit peu une goutte d'eau dans un océan. Donc, il y a des contrôles qui sont prévus par les pouvoirs publics, mais pour le moment, ils portent plutôt sur la présence ou non de l'indice en rayon. S'il n'est pas là, il y a une petite sanction financière, que sur la conformité des notes. Et on sait que de toutes les façons, il n'y avait pas forcément les moyens de mettre en place une certification et on se doute que les contrôles ne seront pas forcément très, très nombreux, on l'espère, mais on sait que ce sera relativement compliqué. Et puis, dernier point un peu plus optimiste, pour finir sur une note un peu plus positive, c'est que même s'il y a beaucoup de doutes vis-à-vis de la réparabilité chez les vendeurs, et c'est quelque chose qui est également ressorti chez les clients, c'est qu'il y a plutôt une préférence pour la durabilité, ce qui est plutôt positif dans le sens où, en France, l'indice de réparabilité a vocation à se transformer en indice de durabilité à horizon 2024. Donc, il y a des groupes de travail qui sont en cours à l'image de ce qui s'est passé pour l'indice de réparabilité. Et pour le moment, il y a 3 grandes dimensions qui sont privilégiées dans la construction de l'indice de durabilité, à savoir la réparabilité. Donc, on reprendrait l'indice tel qu'il existe à ce jour pour évaluer cette dimension. La fiabilité également, qui concerne plutôt un
une probabilité de bon fonctionnement dans le temps. Donc, il y a déjà des méthodologies, des tests qui existent et donc la façon de l'objectiver est en discussion. Et un petit peu plus compliqué peut-être, la troisième dimension, ce sera l'évolutivité. Donc, un peu plus compliqué parce que les parties prenantes n'ont pas forcément la même vision de ce que serait l'évolutivité d'un produit. Il y a forcément des enjeux liés à la modularité des produits, des enjeux qui sont liés aux questions plus logicielles, mais il y aurait également des souhaits potentiellement d'intégrer des dimensions liées à l'esthétique du produit, par exemple, pour lutter contre l'obsolescence plus psychologique. Donc là, il y a encore pas mal de réflexions à mener. Et puis, ce qu'on peut souligner également, c'est qu'il y a de potentiels paradoxes entre ces dimensions. Par exemple, la réparabilité et la fiabilité. On peut avoir des produits qui vont être relativement peu réparables parce que d'une conception très intégrée, mais en vue d'être robuste et en vue de résister dans le temps et d'être fiable. Donc, lorsqu'on agrège finalement ces dimensions, on perd un petit peu cette information, on perd un petit peu en granularité. Donc, à voir comment tout cela va s'agencer. Mais l'objectif est d'arriver à cet indice en 2024 à l'échelle de la France. Quelques mots brièvement, parce que je vois l'heure qui tourne, mais sur les premiers effets un petit peu de l'indice de réparabilité auprès des fabricants. Alors, on manque forcément de recul, parce que finalement, il a été instauré au 1er janvier 2021. Il est véritablement devenu obligatoire dans le sens où les sanctions sont tombées à partir du 1er janvier 2022, donc c'est quelque chose de très récent. Il semble qu'il y ait quand même quelques petits signaux, notamment auprès d'entreprises de téléphonie qui bougent un petit peu. Il y a Samsung notamment, là vous voyez en haut, qui a monté un observatoire de la réparabilité avec l'ADEME et puis qui s'attelle quand même à commencer à travailler sur les critères pour améliorer les notes de réparabilité de ces téléphones. Ce qu'on voit également chez Apple, alors ils ont augmenté les notes de certains iPhones entre 0,5 et 1 point là en 2022. Alors surtout en travaillant sur des critères comme la documentation ou bien les questions de mise à jour. Donc là, on n'en est pas forcément encore à réinterroger les choix de conception, mais ça veut dire quand même que c'est quelque chose qui interpelle. Et puis justement, l'iPhone 14, là, qui est sorti très récemment, a priori, est plus favorable et plus réparable. Alors de là à dire que c'est parce qu'il y a un indice de réparabilité en France, ce serait bien trop prétentieux, mais peut-être que ça fait partie tout de même des éléments qui interpellent et qui incitent un petit peu les fabricants à réfléchir à ces questions-là. Autre point que j'ai mentionné tout à l'heure, le fait que d'autres acteurs comme les associations de consommateurs ou les sites de comparatifs de produits commencent à intégrer l'indice de réparabilité dans les tests et dans les classements. C'est quand même un élément positif qui participe un petit peu à la notoriété du dispositif et dont on puisse espérer que ça, là également, ça contribue à interpeller les fabricants. Tout de même, une question qui est ressortie, notamment à l'occasion d'entretiens que j'ai pu mener avec des fabricants à l'échelle plus internationale, c'est qu'il y a un enjeu à ce que l'indice de réparabilité ne reste pas français et donc ça fait partie des enjeux de voir ce qui va se passer à l'échelle européenne parce que malheureusement on est 60 millions mais ça reste peu et l'indice aurait forcément beaucoup plus de poids s'il s'adressait à un marché de 500 millions de personnes. Il y a des entreprises comme Bosch Siemens ou comme Vorwerk qui disaient oui, on regarde, c'est intéressant, ça va dans le bon sens, mais il faudrait que ce soit porté à une échelle plus large pour que vraiment, nous, ça vienne réinterroger nos choix parce qu'on ne s'adresse pas qu'au marché français. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là. Et je vais laisser la parole à Amélie, c'est tout de même positif de voir également qu'il y a des questions qui se posent au Québec sur l'indice de réparabilité ou la mise en œuvre d'un indice de durabilité. Donc, je vais la laisser présenter les perspectives et les recommandations qu'Équiterre a pu émettre dans ce sens. Merci, Chloé. Oui, c'est intéressant aussi de voir que nos discussions et nos réflexions se rejoignent. On a rencontré hier des personnes justement qui sont impliquées à iFixit puis dans la Repair Coalition aux États-Unis et puis eux, ils observent effectivement le changement de pratique au niveau de la fabrication puis ils pensent quand même que c'est lié à l'indice de réparabilité directement. Donc, je pense que c'est pas nécessairement
prétentieux comme affirmation parce qu'on voit aussi l'Europe qui prend le pas de cet indice-là. Donc, on s'attend à ce que ce soit appliqué ailleurs aussi. Donc, de voir que ça change la conception des appareils, c'est quand même hyper intéressant. Au niveau je reviens un petit peu pour faire le lien avec la législation puis les recommandations qu'on a fait dans le cadre de l'étude pour implanter un droit à la réparation. Donc, la question de bonifier la législation provinciale et fédérale pour inclure la durabilité et la réparabilité, qui peut passer notamment par le fait de définir qu'est-ce qu'un droit à la réparation. Comment est-ce que ça s'applique? Ça peut passer à l'échelle fédérale et provinciale aussi. La question des mesures d'écofiscalité aussi pour réduire les coûts de la réparation, mais c'est ressorti aussi dans les discussions de Chloé, dans la démarche de recherche de Chloé, mais aussi dans la nôtre avec les entretiens puis le sondage. Donc, le coût de la réparation demeure un frein qui est important et le fonds de réparation, en ce sens, on le suit parce que ça peut être une inspiration intéressante et le fonds, il s'applique pour les réparations qui sont hors garantie. Donc, c'est un complément aussi de l'engagement à la réparabilité qui est offert en ce moment. Et en regardant justement l'indice de réparabilité et celui à venir de l'indice de durabilité, nous, on en est arrivé à la conclusion justement que de mettre en place directement un indice de réparabilité pourrait être une solution intéressante. Je trouve que ça fait un parallèle avec le label énergie dont tu parlais, Chloé, parce que le fait que l'impact de la durabilité, c'est que l'objet va durer plus longtemps, donc ça va être plus économique versus celui de l'indice de réparabilité où on dit, bon, mais si l'appareil brise, ça va être possible de le réparer, mais ça envoie aussi le message ou la réflexion que l'appareil, peut-être, il va briser. Et donc, ce n'est pas nécessairement ça avec quoi on veut avoir à négocier quand on achète un objet et sachant aussi que la proportion des gens qui réparent ou font réparer est quand même un peu plus élevée en France, mais ça demeure une minorité, une petite, c'est 36%, je pense qu'on avait vu. Donc, c'est par rapport aux 25%, c'est plus, mais c'est pas encore la majorité de la population qui a ces pratiques-là. Donc, pourquoi choisir un indice de durabilité versus un indice de réparabilité? Mais c'est une synthèse un peu des points qui ont été mentionnés par Chloé, mais le fait que cet indice-là inclut celui de la réparabilité, mais ultimement devrait servir à la mise en marché d'objets qui sont plus durables. Et le fait aussi de ne pas faire cohabiter deux indices qui peuvent porter à confusion quand on fait l'achat. Donc, si c'est très réparable, mais pas si durable, par exemple, ou l'inverse, ça peut être un petit peu complexe au moment de la prise de décision. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on est arrivé à cette conclusion. Donc, je vais juste ramener cette réflexion-là dans la discussion pour conclure.